Bonjour tout le monde. Mercure m'a rajouté une petite touche depuis moins d'une semaine. Pour la première fois, on a une sonde en orbite autour de Mercure. Et elle devrait nous révéler énormément de choses. Les Américains ont fait déjà plusieurs années qu'elle était partie. Elle est arrivée à Vénus, je pense, au début de la semaine. Là. Ça fait pas longtemps. Et aller autour de Mercure, c'est plus compliqué qu'aller vers Jupiter. Parce que Jupiter est plus loin du Soleil, donc il faut accélérer une fusée, la sonde, quand c'est loin du Soleil. Mercure est plus proche, il faut la ralentir pour s'approcher. Puis c'est plus difficile, il faut la ralentir beaucoup pour qu'elle tombe vers le Soleil. Puis aussi, pour pas qu'elle passe trop vite à côté de Mercure. Ça faisait 4 ans et demi qu'elle était partie. On a utilisé la gravité de la Terre, de Vénus et de Mercure elle-même pour la ralentir. Puis là, finalement, le moteur qu'il y avait à bord était capable de la ralentir. Petite parenthèse, tu vas regarder Mercure à l'avenir, penser qu'il y a tout qui tourne autour, puis on peut s'attendre à un mode de bad luck, mais la sonde a tout le temps bien fonctionné depuis qu'elle est lancée. On peut espérer qu'elle va bien fonctionner pendant encore au moins un an ou deux, puis ça va nous révéler énormément d'affaires sur ce monde-là. OK, donc les comètes. C'est un fait que les comètes sont quelque chose d'intriguant. Dans ma présentation, on va faire un peu une historique d'abord, puis ensuite vous montrer un peu ce que, on peut dire, les amateurs modernes, puis le monde moderne, les astronomes professionnels, et finalement les sondes spatiales aussi. On a 2 sondes qui ont visité des noyaux de comètes il y a des derniers mois. Ça tombe vraiment à propos. Je suis allé m'amuser sur Internet. Ça m'a pris un peu plus de temps que prévu après-midi pour mettre les dernières slides à ma présentation. C'est que il y a quelques mois au club de Rimouski, justement, chaque fois que les comètes ont été visitées, j'ai fait une mise à jour sur les comètes. J'étais sûr d'avoir ça dans mon portable, puis non, c'était pas dans le portable du club. Fait que j'ai trouvé de réinventer des slides aujourd'hui, si on peut dire. Mais en tout cas, mais l'Internet m'a réchappé, si on peut dire. Donc, des comètes, il y en a eu de tous les temps. La première que j'ai observée sérieusement et photographiée, ça ne date pas d'hier, 1974, le 20 janvier. Je vous dis, il ne faisait pas chaud, j'étais du long de route avec mon Tasco, la caméra montée en piggyback. Et j'avais réussi à prendre quand même un Kotek qu'on annonçait pour être une comète phénoménale, mais finalement qui avait été une comète bien ordinaire. Mais quand même, j'avais réussi à la photographier, puis peut-être qu'au Québec, je suis le seul en mesure de montrer une photo de cette comète-là aujourd'hui. On a eu après ça la comète Ouest en 1976. Je peux dire que celle-là, vraiment, elle a été belle. Elle était visible dans le ciel du matin. Mais il y a un seul matin que j'ai réussi à prendre des photos. Elle était bien visible pendant peut-être 3 semaines et un mois. Là. À chaque matin, beau temps, mauvais temps, je me levais, puis j'allais me préparer. Puis même, je montais à la côte avec mon auto, j'avais pas d'observatoire dans ce temps-là, puis il faisait jamais beau, Une couple de fois, je l'ai vu de la maison chez nous, au-dessus de la maison du voisin, là. Mais un matin, je suis monté en haut, ça avait l'air pas pire. Finalement, il y a eu des trous dans les nuages, j'ai réussi à prendre quelques slides, donc une exposition de 5 minutes ici, avec un téléphoto de 200 mm. Je peux vous dire que j'étais très fier de cette slide-là. On peut voir la queue gazeuse, qui a une tendance à une couleur bleue un peu, et un fan pas mal large ici, qui est la queue de poussière. Les comètes de cette classe-là, de cette... on va mieux voir. Oui, bien d'accord, oui. Oui, parce que mieux vous voyez mes slides que moi, là. Dans ce temps-là aussi, c'était pas comme aujourd'hui, on a des APN aujourd'hui, des caméras numériques. Dans ce temps-là, c'était des slides, puis j'ai des slides développés moi-même. J'avais ma chambre noire, puis à un moment donné, pour les choses que je voulais avoir le résultat rapidement, puis je voulais être sûr qu'on n'allait pas me couper ça dans le milieu de l'exposition de la photo. J'avais développé moi-même, on avait des... Je m'en peux plus, des gaffes, des fines gaffes dans ce temps-là, avec des kits développés des diapos, puis on suivait la recette, puis ça fonctionnait.
Oh, après ça, bon, un autre exemple, 92, 1992, Swift Turtle. Cette comète-là, on a un peu une histoire spéciale, c'est que on sait que toutes les pluies d'étoiles filantes sont rattachées à une comète. Et les Perséides, il y a une comète, Swift Turtle, on savait que c'était elle qui produisait les étoiles filantes des Perséides, mais on ne l'avait jamais revue, cette comète-là. Et lorsqu'elle avait été observée, les passeurs précédents, les observations étaient difficiles, il n'y avait pas vraiment d'observations très précises. Et Brian Marsden, qui était le grand génie qui calculait les orbites des objets autour du Soleil, malheureusement, il est décédé il y a quelques mois. Lui, cette comète-là, il espérait l'avoir. Il avait prédit pour, je ne sais pas moi, 92, 84, puis elle n'est pas apparue. Après ça, bon, il est arrivé d'autres comètes, il espérait que ça allait être ça. Finalement, en 92, une comète se présente, puis finalement, il fait ses calculs, il dit « Ça y est, on l'a enfin ». Et je l'avais photographié. Ça devait être avec ma caméra Schmidt à ce moment-là, une caméra de 5,5 pouces. Et encore, ce n'est pas une comète exceptionnelle à l'appareil, quand même, une belle grande queue. Là. Puis étant donné aussi son importance, les Perséides, on sait que ce sont les plus belles étoiles filantes qui sont très observées parce qu'on est rendu au mois d'août, c'est encore chaud, c'est encore l'été, mais la noirceur vient quand même relativement de bonne heure. Puis encore pas mal de monde sur les terrains de camping ont la chance de se retrouver sous des ciels noirs et qui peuvent observer les Perséides. Maintenant, des belles comètes, on dit tout le temps, ça prend du temps avant d'en avoir, entre 20 et 30 ans pour dire qu'on a vraiment de très belles comètes. On a vu une belle en 76, on n'a pas pu voir beaucoup, mais on a eu notre revanche 20 ans plus tard en 85, Hyakutake. Cette comète-là, on va vous dire, c'est la comète la plus impressionnante que j'ai vue à date. Visuellement, peut-être pas. Mon point de vue photographique, c'est la comète avec laquelle j'ai fait les plus belles photos. Là encore, dans ces années-là, j'avais une caméra CCD, je faisais du CCD, mais mes plus grandes photos, c'était à grand champ, CCD au foyer primaire du télescope, j'avais 8 pouces dans le temps, je ne voyais pas grand. Là. Ça, c'est pris avec ma caméra Schmidt de 5 pouces et demi. Et j'en ai pris aussi avec des lentilles de caméra normale, lentilles 50 mm. La queue est tellement longue. Regardez ces paires d'étoiles-là, puis ces trois-là ici, là. Ce sont les mêmes qu'on voit ici, les deux puis les trois. Et la queue continue. Une au-delà de 50 degrés de queue. Là. La tête de comète, là, je ne sais pas, moi, je suis mieux que le sud de là, me trompes-tu? Ça, c'est l'ouest. Ça, c'est l'ouest. Bon, ok, tu vois que le sud est là. Fait que moi, elle était pas mal, la queue passait pas mal au-dessus de notre tête, mais elle était vers l'est. Et la tête était là. Et on perdait la queue de vue à peu près là-bas. Là. C'était. On n'a jamais vu quelque chose de même là, dans le ciel. Et au moment qu'elle était à son meilleur, j'ai pris une semaine de vacances afin de pouvoir l'observer. J'étais gentil, elle fait beau près qu'à tous les soirs. Cette comète-là, je l'ai photographiée ad nauseam. Et une de mes plus belles photos, on peut dire, finalement, se retrouvait avec le couvert de l'observant debout de 1998. Un soir, reçoit un appel de Roy Bishop, il dit, Damien, il dit, photo de la comète, là, il dit, après avoir regardé toutes celles qui m'ont été envoyées, il dit, c'est la tienne. Il dit, je voudrais la mettre sur l'observant debout. J'étais tellement content, évidemment, j'ai dit oui tout de suite. Et on peut voir M101, c'est une belle galaxie. Bon, ici, c'est pas grosse. Il faut dire que la caméra Schmidt de 5,5 pouces, la focale est seulement 200 mm environ. C'est pas énorme. Donc, cette comète-là avait été vraiment impressionnante. Mais une autre impressionnante, c'est Hale-Bopp. En fait, Hale-Bopp, il commençait à la photographier à la caméra CCD un petit peu avant Hyakutake. Hyakutake est en 1996, mais Hale-Bopp a été découverte. Elle était encore loin, puis elle s'annonçait pour être belle, puis elle a vraiment été belle. Elle a une lutte beaucoup plus impressionnante, beaucoup plus lumineuse que Hyakutake, mais elle faisait des belles photos, mais
moi, Yakutaki m'a plu davantage. C'est mon observatoire qui, dans le temps, était à 10 km de chez moi, à l'extérieur de la ville. Là, je me suis rapproché de l'observatoire, je suis en une maison, j'étais à 1,5 km de mon observatoire maintenant. Et là, le dôme lumineux qu'on voit là, c'est la lueur de la ville de Rimouski. On voit Yakutaki ici. Ici, quand il y a une photo de 200 mm. Là encore, on voit la queue de poussière et la queue gazeuse. La queue gazeuse, couleur bleutée, elle est vraiment à l'opposé du soleil. Là. Si vous prenez la queue, si vous en allez dans l'arrivée, sur le soleil. Alors que la queue de poussière, elle, à cause, il y a l'effet double de la gravité et la pression de radiation de la lumière, mais surtout les vents solaires, qui la dévie par rapport à la queue gazeuse. Les gaz, la masse est presque négligeable, sont pratiquement au grain de poussière. Une comète, en général, il y a deux queues, comme on les voit ici, mais des fois beaucoup plus évident, des fois moins évident. Mais généralement, une queue gazeuse et une queue de poussière. C'est une autre belle comète. En fait, aujourd'hui, à cause de la grosseur des télescopes, sont les mains des amateurs, avec les caméras CCD. N'importe quel soir qui fait beau, quelqu'un qui est maniaque et veut prendre des photos des comètes, il n'y a pas de problème, il peut en prendre. Ici, j'en ai une en 2006, vers Guy Moreau. Guy Moreau de l'Abitibi, je ne me rappelle plus quel télescope il y avait dans le temps, donc je sais qu'aujourd'hui, il faudrait faire 20 pouces. Bon, on fait un peu d'histoire plus ancienne. Évidemment, dans le passé, les comètes, on ne savait pas qu'est-ce que c'était. Même on croyait que c'était des phénomènes tellement atmosphériques. Ou encore, c'était quelque chose qui était dans l'espace passant en ligne droite. On ne savait pas, on n'a pas imaginé qu'elle pouvait revenir, que les mêmes comètes pouvaient revenir plusieurs fois. Et évidemment, on en avait peur aussi. Puis il y avait tout le temps quelqu'un, évidemment, pour renchérir l'histoire, faire peur. D'ailleurs, ça existe encore aujourd'hui. Bien souvent, on nous fait peur des affaires qui sont drôles, exemple 2012. Puis tant qu'à avoir peur, hein, imaginez que la comète va briser la Terre. Mais blague à part, si une grosse comète frappait la Terre, ça ne la pètera pas en deux comme ça, mais ça nous dérangerait beaucoup. Mais bon, mais la probabilité est quand même très très faible. Puis ce jeu, quand il y a un gros méchant, il fait du mal, il y en a d'autres méchants qui arrivent et qui rient, tout ça drôle. Les bâtins ici. Puis bon, aujourd'hui, on voit encore parfois des comètes. Il y a eu une coupe qui est comme un grand pic en avant. Mais bon, ça c'est dû au fait que, imaginez la queue de la comète tourne par ici, là, puis la queue est large, queue de poussière. Puis nous, à partir de notre vision, à partir de la Terre, on la voit par la tranche. Puis à ce moment-là, ça me donne l'impression qu'il y a un grand pic en avant de la comète, mais non, le noyau de la comète est plus loin. Puis ce pic-là, c'est pas une épée comme certains l'avaient imaginé. Là. Puis tant qu'à Hayek et tout, ben là, on mettait des têtes de mort autour devant l'épée, tout, chopait des têtes. Et donc, dans le passé, on aimait ça avoir peur. Ben, encore aujourd'hui, il y en a plusieurs qui aiment ça avoir peur ou faire peur. Fait qu'on a, quand on ne sait pas c'est quoi quelque chose, on a tendance à soit, bon, les scientifiques vont vouloir l'étudier pour en être curieux, mais ceux qui aiment avoir peur de tout et de rien, ben là, ils vont se raconter toutes sortes d'histoires. Dans le passé, nous, de temps en temps, on a des belles comètes, mais dans le passé aussi, il y en a eu des belles, puis il y en a eu dans des passés lointains. Ici, on a 371 BC avant Jésus-Christ. Aristote, c'est quelqu'un c'est un nom qu'on entend souvent, c'était un grand philosophe, un grand savant du temps. Il y en a eu une grosse, lui. Elle avait une queue de 60 degrés, évidemment, c'est ce qu'il voyait à l'œil nu, il n'y a pas de jumelles, il n'y a pas de télescope, il n'y a pas de caméra. Ça veut dire que pour lui, elle était à peu près la longueur de ce que j'ai vu pour la queue de Yakutaki. Puis, il dit que ça faisait un tiers, un arc imaginaire qui traversait un tiers du ciel. Ben, moi, j'ai vu Yakutaki. Sur mes photos, j'ai mesuré 50 degrés, mais visuellement, là, je la mettais au-delà de 60 degrés. Bon, 134 avant Jésus-Christ, bon, après ça, après Jésus-Christ, il y en a eu plusieurs aussi. Des périodes plus ou moins régulières, il y en a des comètes vraiment exceptionnelles, et ça s'est continué. Regardez ici, en 975, évidemment, il y a eu une grande famine. Puis il y a eu une comète. Mais c'est certain que ça dépendait de la maudite comète. Après ça, en 1264,
Bon, le pape urbain est tombé malade, puis il en est mort. Le pauvre lui. À cause de la comète et tout, s'il avait su, il aurait dit au bon Dieu l'envoyer ailleurs. Bon. Après ça, c'était en 1472. Ici, là, ça a été. Tout le monde a eu peur partout, là. Ça a été la peur partout dans le monde, encore une grosse comète. Puis bon, qu'on le veuille ou non, il y a tout le temps du monde important qui va tomber malade ou qui, bon, une guerre qui se déclare, etc. Puis là, ben oui, la comète. Mais par contre, on oublie à ce moment-là que le malheur des uns fait le bonheur des autres. Généralement, quand quelqu'un perd la guerre, il y en a quelqu'un qui l'a gagné. Celui qui l'a gagné, il dit « Hey, c'est la comète! C'est la comète m'a fait gagner. » Puis là, la comète m'a fait gagner. Donc, le roi qui meurt, ben, peut-être dans son entourage, il y en a qui n'aiment pas ça, mais celui qui le remplace est bien content d'être roi à son tour. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Mais de toute façon, vous savez, les comètes n'ont pas rapport à ça, mais historiquement, on a donné des pouvoirs aux comètes. Je sais que la reine, je pense que la première reine Victoria, il y avait une comète sur la fin de sa vie, là, avec elle meurt. Puis on disait qu'il ne fallait pas qu'on regarde la comète. Mais elle était étue, cette madame-là. Elle avait tenu son bout plusieurs fois dans sa vie pour être reine, puis elle avait gagné bien des batailles. Fait qu'elle dit non, elle dit, la comète, j'ai pas peur de la comète. Mais elle l'a regardée. Bon, ouais, ça va me faire mal. Elle l'a regardée, je pense, toute une minute de temps sans bouger. Puis elle était malade, elle a visité se tenir debout, puis elle a visité rester debout en regardant la comète. Elle est morte de ce que je vois après, mais elle n'a jamais pensé que c'était à cause de la comète. Dans le passé aussi, les comètes, bon, à un moment donné, on a commencé à prendre conscience des dimensions du système solaire. Puis les comètes ont en mesure de connaître leur grosseur, et la longueur des queues. Ça se compare à l'orbite des planètes, là, des centaines de millions de kilomètres. Puis la tête des comètes, très grosse également, beaucoup plus grosse que la Terre. On savait plus ou moins, tu sais, les scientifiques guessaient de quoi ça pouvait être fait. Mais le commun des mortels qui lisait dans la littérature que la tête d'une comète, c'était beaucoup plus gros que la Terre. C'était peurant, là. Aujourd'hui, ben, c'est pas peurant, on sait que c'est du gaz, c'est très ténu, puis c'est une planète pas à travers de ça. Pas de problème. Il y a rien que le noyau qui est dans l'eau. Si le noyau nous frappe, c'est un autre paire de manches, là. Mais la comète elle-même, c'est pas un problème du tout. Un autre chose qu'on a appris historiquement en observant les comètes, c'est que la queue de la comète est toujours opposée au Soleil. Beaucoup de gens vont imaginer, tu sais, la comète, elle s'en va, elle s'en vient, la queue est en arrière, c'est normal. On est habitué, je ne sais pas, mais exemple, quand j'étais jeune, on s'était élevé sur une ferme, on ramassait on semait des pétates, on ramassait des pétates. Puis un jeu qu'on faisait, c'est prendre des plumes de poule, d'en planter deux après une pétate, puis avec ça un angle, c'était ça qu'on lançait la pétate parce qu'on la laissait faire là en tournant. Mais la queue était tout le temps en arrière. Bon, on lance n'importe quoi qui a un poids, puis quelque chose de moins lourd après, la queue tout le temps en arrière. Les gens sont portés à croire que la comète, elle s'en va, la queue doit en arrière. Mais c'est pas vrai. Avec les comètes, quand elle s'approche du soleil, la queue est en arrière. Quand elle s'éloigne du soleil, la queue est à l'opposé du soleil. Et dans le passé, les astronomes se sont rendus compte de ça. Puis, on s'est interrogé qu'est-ce qui pourrait être la cause de ça. Et la seule explication qu'on avait, c'est la pression de la lumière, la pression de radiation de la lumière qui vient du soleil. Et aujourd'hui, on sait que, oui, la pression de radiation, ça existe, mais il y a beaucoup plus que ça. OK, bon, on va vous l'expliquer. C'est que aujourd'hui, on sait que les vents solaires sont la principale composante qui pousse la queue des comètes vers l'arrière. La pression de radiation, ça existe, mais les vents solaires contribuent davantage. Et les vents solaires ont été découverts seulement avec l'événement de l'ère spatiale. Moi, je peux dire que je suis au monde au bon moment d'une certaine manière, là, comme certains autres ici. Là. On a des cheveux gris, on a plusieurs, on a des cheveux gris. Je me rappelle, le 4 octobre 1957, quand les Russes ont lancé le premier Spoutnik, moi, j'allais à l'école au village, mon vieux bicyclopédale, puis moi, ça faisait déjà un certain temps que je savais que ça allait venir. Je m'attendais que les premiers satellites allaient venir du côté américain. Là, il est venu du côté russe, mais quand même, j'avais lu là-dessus, je comprenais le principe, puis je me rappelle avoir arrivé
chez le cordonnier, puis il y a des petits vieux qui placotaient, tout le monde parlait de ça, évidemment. Mais tout le monde disait, mais c'est des dieux. Ils ont lancé quelque chose dans l'air, ça ne retombe pas. Hein, c'est extraordinaire. Moi, je suis arrivé là, puis j'entendais un bonhomme, puis là, chacun avait son idée, moi, ça marchait. Ah, je dis, moi, vous expliquez, moi, ça marche. Un petit fou de 14 ans, vous lui avez expliqué que quand tu es en orbite, ben, tu ne retombes plus en tout cas. Je ne sais pas si je l'avais écrit ou je pense qu'il l'avait impressionné. Il aurait été sostiné, jamais ça marchait. Bon, pour revenir à la comète, les vents solaires, c'est que après ça, évidemment, on a lancé de plus en plus de satellites, on en lance encore, puis on a découvert les vents solaires, les ceintures de radiation autour de la Terre, les Van Allen. Et ça, c'est le premier satellite américain qui a découvert ça. Les Russes, le premier satellite en passant, ils n'ont rien découvert. Tout ce qu'il y avait dedans, c'était une balise radio avec un paquet de piles sèches, là, des batteries. Puis ça a marché quelques semaines, les batteries tombaient à terre, puis ça a arrêté de marcher. Puis c'est même pour dire qu'on pouvait l'entendre, bip, bip, bip. Mais il n'y avait aucun instrument scientifique dedans, il n'y avait même pas un thermomètre. Les Américains, quelques mois plus tard, en janvier de 1958, ont réussi à le mettre en orbite. Et là, il y avait un détecteur Geiger à bord, un détecteur de radiation. Et puis là, à un moment donné, on dit, le détecteur est brisé, il est saturé complètement. C'est quand vous êtes aveuglé par la lumière, vous ne voyez plus. Hein. Puis finalement, on s'est rendu compte, non, il n'était pas brisé, le détecteur. Puis il y a certaines régions qui passaient, il y avait moins de radiation. Là, il revenait en opération, puis à d'autres places, il ne fonctionnait plus. Fait que, Van Allen, qui était un jeune gradué à ce moment-là, c'est lui qui avait eu l'idée de mettre un compteur Geiger à bord. Il est passé à l'histoire avec ça. Bon, fait que là, c'était le début. Fait qu'éventuellement, on a découvert les vents solaires, puis on sait que c'est ça qui pousse la queue des comètes et bien d'autres choses, qui arrachent même des molécules, des atomes à l'atmosphère des planètes, qui génèrent une queue en arrière de la planète Mercure, etc. Je ne sais pas si nous avons vu ça, là. On a trouvé, Mercure est tellement bombardé par les vents solaires qu'il y a une queue qui est en arrière de Mercure. Récemment, j'ai trouvé une animation là, sur Internet, on parlait de ça. Bon, donc on va continuer, essayer de me mettre avec celle-là. Les nuages de Oort. Oort, c'était un astronome belge, oui, ça. Hollandais, ok, hollandais. Et lui, statistiquement, étant donné qu'on a un certain nombre de comètes qu'on peut voir à chaque année, puis on sait qu'il y en a tranquillement qui s'évaporent, ils disparaissent, c'est parce que, comme on va voir, je vais l'expliquer tout à l'heure, c'est comme une boule de neige qui s'évapore tranquillement, puis éventuellement, bien, la boule de neige elle finit de s'évaporer, il n'existe plus. Puis, mais il y en a tout le temps, des comètes, puis il y en a qui sont des orbites très allongées. Donc, lui, il a imaginé que pour qu'on ait tout le temps des comètes, il y a un réservoir quelque part. Puis imaginez un nuage qui contient des milliards de comètes. Ce nuage-là est très loin, peut-être la moyenne du nuage est environ un tiers d'année-lumière de distance. Rendu là, la gravité est vraiment pas forte. Et le pont de ces comètes-là sont sur une orbite elliptique. Mais là, quand ils commencent à se rapprocher du Soleil, ils vont relativement beaucoup plus vite. Le pont à l'intérieur du système solaire, là, se déplace à plusieurs dizaines de kilomètres par seconde. Dans 2-3 ans, ils ont passé. Mais là, quand ils sont rendus loin ici, là, c'est plus des dizaines de kilomètres par seconde que le font, c'est des mètres par seconde. C'est beaucoup moins vite. Et à ce moment-là, faire un petit bout de site, là, ça peut prendre 200-300 000 ans. Alors que faire le dernier petit bout d'un système solaire, ça prend 2-3 ans. Fait que finalement, en général, ces comètes-là vont passer 99,99% de leur temps dans le nuage d'or. Ces comètes-là, ils tombent dans le système solaire, ils retournent, mais de temps en temps, ils vont passer sur une grosse planète, donc Jupiter, entre autres, qui va affecter l'orbite de ces objets-là. Et à ce moment-là, elle va les ralentir et les mettre sur une orbite beaucoup moins grande, qui va être de quelques années, quelques dizaines d'années. Donc, on va avoir à ce moment-là des comètes périodiques. Celles des nuages dehors, évidemment, les orbites, ça se compte en centaines de milliers d'années, même en millions d'années. Ben, on ne peut pas dire, on en voit une en haut, on l'a déjà vu, là, 1,5 million d'années. Celles qui viennent directement du nuage dehors, on ne les appelle pas des périodiques. C'est celles qui ont des périodes plus courtes, qu'on a observées plus d'une fois, on dit qu'elles sont périodiques. Les pluies de toiles filantes, ça aussi, les astronomes avaient fait le lien
comme je l'ai mentionné tantôt, entre les pluies lithophilants et certaines comètes. Et comment ça se produit, ça? Ben, on a vu tout à l'heure, la comète a grosse queue de poussière. Ces grains de poussière-là, ils sont soufflés à des vitesses différentes du noyau de la comète. De sorte qu'à ce moment-là, il y en a qui vont être un petit peu en avance par rapport au noyau, d'autres qui vont être sur une orbite un petit peu plus grande, ils vont prendre plus de temps à faire le tour de l'orbite. De sorte qu'à la longue, éventuellement, ben, il y a de la poussière éparpillée tout le long de l'orbite de la comète. Fait qu'imagine une comète ici, exemple celle qui court les Perséides, on a l'orbite de la Terre qui tourne de même. Et puis, imaginez que l'orbite de la comète est comme ça, mais les deux orbites se rencontrent ici. On a ce qu'on appelle la ligne des nœuds. La ligne des nœuds, c'est le plan. Vous avez une orbite donc, qui est le même, le plan d'orbite est le même, et l'autre qui est comme ça. La ligne des nœuds, c'est où les deux plans se coupent. On a la ligne ici. Et ça, la ligne des nœuds en astronomie, ça revient beaucoup. Les éclipses de lune, les éclipses de soleil, ça se produit lorsque le soleil et la lune sont proches de la ligne des nœuds. On va voir passer Vénus ou Mercure devant le soleil lorsque la Terre, Mercure sont proches de la ligne des nœuds. C'est à ce moment-là parce que les objets sont bien alignés. Donc, étant donné qu'il y a de la poussière tout le long de l'orbite, la Terre tourne, et chaque année, lorsqu'elle arrive ici, elle rentre dans le petit nuage de ce ruban de poussière-là, et nous avons les Perséides. Mais au cours de l'année, il y a d'autres comètes qui ont éparpillé la poussière du long de leur orbite, et nous avons d'autres comètes. Ici, on nous montre encore les Perséides, puis ici, on nous montre les Léonides. C'est des comètes dont la distance au Soleil, à ce point-ci, c'est l'orbite de la Terre. Il y en a pas 15-16 qu'on peut observer au cours d'une année. Il y a des mois, on a une coupe, d'autres mois, il n'y en a pas, mais il y en a presque tous les mois. Mais elles ne sont pas toutes aussi impressionnantes. Et moi, celle que je suis le plus, évidemment, est les Perséides. Pour tous les clubs d'astronomie au Québec, c'est une maudite bonne occasion de faire des événements grand public. Et il y a les Léonides, que généralement, on est tout seul, rien des amateurs pour les observer, parce que c'est au mois de novembre, il commence à faire froid, et c'est tard la nuit. Mais les Léonides sont vraiment spéciales parce qu'elles sont extrêmement rapides. Les étoiles filantes, tout ce qui se promène dans l'espace, ça va vite. Nous, la Terre, on fait le tour du Soleil à la vitesse de 30 km par seconde. Mercure, elle, c'est de l'ordre de 40 km par seconde qu'elle fait dans sa randonnée autour du Soleil. Et en s'éloignant du Soleil, ça va moins vite. Même rendu à Jupiter, je pense qu'on est encore à 13 km par seconde. Là, ça bouge. Donc, les comètes, les poussières qui s'échappent, les grains de sable qui s'échappent des comètes, mais ces objets-là aussi, ils vont à très grande vitesse. C'est ça que s'ils rentrent dans l'atmosphère de la Terre, c'est 22, 30, 40, 60. Le maximum, c'est environ 75, 76 km par seconde qu'un objet peut aller. Un objet qui est dans l'orbite autour du Soleil, puis c'est une orbite qui est inverse de celle de la Terre, rétrograde par rapport à la Terre. Là, vous avez la vitesse de la Terre et la vitesse de l'objet qui s'additionne. C'est le maximum qu'on peut avoir, c'est environ 75 ou 76 km/s. Mais on peut dire, dans le cas la plupart des comètes, là, on a des vitesses facilement de 18, 22, 40, 50 km/s. Les grains de sable qui rentrent dans l'atmosphère, ils vont tellement vite, ils se réchauffent. Posez votre main, traînez votre main sur n'importe quoi d'une surface, puis vous faites 10 pieds, puis votre doigt commence à être chaud. Imaginez, vous faites 20 km en faisant ça, vous n'aurez plus de doigt au bout, il va être usé, puis bon, de l'arrêter avant, évidemment, ça va brûler, puis ça va user. Mais le grain de sable, le petit caillou qui rentre dans l'espace, il n'y a pas le choix, c'est la vitesse qu'il a. Là. Puis la protéine se consomme complètement. En fait, parfois, on dit, ouais, il y a des morceaux qui se rendent à terre. Le morceau qui résiste à l'entrée dans l'espace, qui se rend à terre, ça s'appelle un météorite. Mais dans le cas des comètes, on n'a jamais récupéré de météorite. Parce que d'abord, c'est rien que des grains de poussière qui se consomment complètement. Puis les indications aussi sont que les matériaux des comètes, en bonne partie, c'est des matériaux friables qui ne résistent pas mécaniquement là, beaucoup. Fait que
Puis les étoiles filantes sont toutes attachées à des comètes, et c'est le fait que la poussière étendue de long de tout l'orbite de la comète. Ici, j'aime beaucoup cette photo-là. C'est pas un dessin, c'est une vraie photo. C'était pris par Pierre Martin d'Ottawa. J'avais vu cette photo-là dans Sky News, puis j'avais écrit à l'éditeur, Thierry Dickinson, il disait, donne-moi le courriel de Pierre, je veux cette photo-là. J'ai écrit à Pierre, puis il m'a envoyé tout de suite l'original en grand format. Là. Fait que, puis, il en a repris d'autres depuis ce temps-là. Ça a fait 2 ou 3 ans, celle-là. Vraiment, là. En fait, aujourd'hui, il y a une caméra numérique qui est beaucoup plus facile que c'était autrefois. C'est que tu prends, par exemple, 50, 100 photos. En fait, tu peux prendre des photos toute la nuit, des photos de quelques minutes. Puis après ça, tu regardes celles qui ont des étoiles filantes dessus, puis tu les additionnes ensemble. Fait que même si tu as une étoile filante par photo, tu as 50 photos avec une étoile filante, tu les additionnes ensemble, ça te fait une photo avec 50 étoiles filantes. Évidemment, si elle t'a pas embrasé, on va continuer à faire l'artifice. Mais quand même, ça fait une belle photo, mais on peut voir le radiant des étoiles filantes. Quand on recule, on voit qu'elles semblent venir d'un point qui est un peu ici. Bon, je vais parler sur. Je dis qu'il y avait des étoiles, les comètes, les étoiles filantes, quand on fait des comètes, les Perséides, la Swift-Turtle, que j'ai montré une photo tantôt, photographiée en 92, les Léonides, qui ont lieu le 18 novembre. Si tu regardes encore Turtle, Turtle, il a découvert beaucoup de comètes. On voit souvent son nom attaché à des comètes. Le Temple Turtle, mais Turtle est dans les découvertes. Elle était aquarelle de 5 mai, des Orionides le 21 octobre. Et on veut là, de comète, c'est Halley. Il y a 2 pluies d'étoiles filantes rattachées à la comète de Halley. Parce que la Terre, dans son orbite, rencontre l'orbite de la comète de Halley 2 fois. Et la choc, c'est que les états aquarides, produits aux environs du 5 mai, elles ont eu en plein jour. Il a fallu attendre le radar pour découvrir cette pluie d'étoiles filantes-là. Parce que les particules de la comète de Halley, les Orionides ont lieu la nuit. Mais les autres, c'est que les particules reviennent du Soleil. L'orbite de la comète de Halley va proche du Soleil. Puis, mais à l'intérieur de l'orbite de Mercure. Puis là, les particules, ils reviennent du Soleil au moment qu'on passe. Ils reviennent, c'est ça, du périgée, enfin à l'intérieur de l'orbite de Mercure, au moment où on les rencontre le 5 mai. Fait que si elles viennent de la direction, grosso modo, direction du Soleil, bien, c'est durant le jour. Fait que, on les voit, on ne les a pas découverts avant l'invention du radar. En passant, à Ottawa, il y avait un gros. Il y a eu un observatoire qui a opéré longtemps au sud d'Ottawa. J'avais visité ça avec Fred Lansing. C'était déçu à ce moment-là, ça avait arrêté de fonctionner, mais pendant plusieurs dizaines d'années, ils avaient des radars. Ils ont été des premiers à faire des grosses études de radar. C'est eux qui ont découvert ça. Et la fameuse comète de Halley. Quand on pense, on entend le mot comète, on ne peut pas s'empêcher de parler comète de Halley. Mais Halley, il ne sait pas qu'il y a une comète pour son nom. Il n'a jamais imaginé que ça pourrait y arriver. Mais bon. Newton, qui a vécu 1642, 1727, lui, on sait, c'est un grand mathématicien. Bon, il a formulé ses équations de l'attraction. Et là, ça a permis, pour la première fois, de calculer ce qui se passait dans notre système solaire. Et Edmond Halley, qui était un de ses bons amis, qui était un bon mathématicien, qui était capable de maîtriser l'équation de Newton, il y a des astronomes qui ont vu une comète, ils l'ont observée, puis lui, il a pris ces données-là. Il m'a su calculer l'orbite avec ça. Dans la tête des gens, même à aller, avec faire les calculs, on croyait que les comètes. On n'était pas sûr si c'était dans l'atmosphère de la Terre, mais on ne savait pas que l'atmosphère finissait aux environs de 80 ou 100 km. On n'avait pas envoyé de fusée, on n'avait pas envoyé d'avion. Encore à ces hauteurs-là. Là. Fait que, ma grande surprise, fait le calcul, puis Colin, c'est une orbite elliptique.
est en orbite autour du Soleil comme les planètes, excepté une orbite de très allongée. Et il prédit qu'elle va revenir en 1758. Évidemment, il était décédé à ce moment-là. Mais lorsqu'elle est revenue, les astronomes lui ont dit « Ah, mais Halley, il avait raison. C'est la comète de Halley, ça. » On l'appelle la comète de Halley depuis ce temps-là. Bon, on dit bon, son orbite, elle va au-delà de l'orbite de Neptune, qui est au plus proche à l'intérieur de l'orbite de Mars. Mais en fait, c'est un peu simpliste dans le sens que le plan de l'orbite de la comète de Halley n'est pas dans le plan du système solaire, très incliné, de sorte qu'elle va beaucoup en dessous de l'orbite. On a là le plan de l'orbite des planètes, là. On est pas mal dans le même plan, toutes les planètes. La comète de Halley va en dessous, si on peut dire. Dans l'espace, on ne peut pas parler vraiment de dessus, mais on est habitué à penser ce qui est par là, c'est en haut, ce qui est par là-bas, c'est en bas. Fait que la comète de Halley, elle a une orbite très allongée, mais c'est pas dans eux qu'elle frappe les comètes, les planètes, parce qu'elle s'en va en dessous du système solaire. Je pense que. OK. Mais bon, on est chanceux. La spatiale, hein, on a découvert, on a pu voir beaucoup de choses de proche avec l'air spatial. Et en 86, avec une armada, je pense, de 3 sondes spatiales qui ont étudié la comète de Halley. Et on a réussi à prendre quelques photos. Vous allez me dire, c'est pas très détaillé, là, mais c'est infiniment mieux que rien parce qu'on n'avait rien avant ça. On pouvait guesser la grosseur des noyaux de comète. Ça a pu 1 km ou 100 km. On ne t'a pas de le dire, ça passe trop loin de la Terre, puis elles sont tout le temps noyées à l'intérieur d'une boule de gaz et de poussière. On n'avait jamais vraiment vu le noyau d'une comète. C'est la première fois. Que la comète de Halley, je pense, il y a 27 ou 30 km de long, le diamètre de 8-10 km, un peu la forme d'un cylindre. Puis, évidemment, il y a beaucoup de gaz là-dedans qui sont congelés, et ça émet des gaz. Puis, une noyau de comète, comme tout ce qu'il y a dans l'espace, a tendance à tourner. Il y a un côté qui se réchauffe, il tourne, il émet des gaz, mais il n'y en a pas rien du côté du Soleil, puis en tournant, on est à cause de la chaleur, puis il peut émettre un peu par l'autre bord. Évidemment, c'est la partie qui fait face au Soleil qui émet le plus. Et mais depuis ce temps-là, on a réussi quand même à en faire beaucoup mieux que ça, là, mais quand même, c'était une première, vraiment une première. Et il se trouve, en 1910, en 86, la comète est venue. Elle n'était pas très favorable pour nous parce qu'elle passait très au sud, là, elle restait basse de l'horizon, puis elle était loin là, dans le système solaire. En 1910, elle a passé beaucoup plus proche. Mais ça, aussi, il se trouve que dans le mois de mai de 1910, la comète elle va passer entre nous et le Soleil, et de sorte que la Terre va passer dans la queue de la comète. Mais il n'en fallait pas plus pour qu'il y ait quelqu'un qui vende des pelules contre le poison que la comète transportait. Puis il y a des charlatans qui ont pu faire un petit peu d'argent pendant quelques semaines. Il y en a pas qui disaient que c'était la fin du monde. Ah, ben c'est sûr qu'on l'a dit aussi. Il y en a tout le temps eu. Ben oui. La fin du monde est prédite 2-3 fois par année, je pense. Au moins une fois ou 2-3 ans, mais même plus souvent que ça. Mais bon, c'est le fun, on peut en vivre plusieurs fins du monde. Mais les gens ne se rappellent pas. Hein. C'est comme les élections. Les gens se rappellent. Bon, ici, on a une comète que j'ai photographiée à plusieurs reprises. J'en ai fait une animation. Ça, c'est plus qu'un 14 pouces. Puis ma bonne vieille caméra CCD, ma ST6, une caméra que j'avais achetée en 93. J'ai pris cette photo-là en 2006, ça a commencé à être démodé, ça faisait 13 ans devant. On voit bien le bleu de l'année, la comète qui passait au-dessus. En fait, cette comète-là, si j'aurais eu un champ de vision plus grand, j'aurais pu en avoir 2-3 noyaux. Denis Bergeron a pris des photos de cette comète-là. Sur la même photo qui était un plus grand champ, on voyait 3 noyaux. Et le télescope de Hubble, lui, il n'a pas manqué sa chute. On a un noyau principal assez tout effrité en centaines ou sinon en milliers de morceaux. C'est une comète aujourd'hui, je pense qu'il ne doit plus exister, où il en reste des miettes. Elle s'est brisée, la pression des gaz à l'intérieur a tout effrité le noyau. Puis bon, le télescope de Hubble qui l'a pris ici, il y avait tout un paquet de petits morceaux. Des morceaux de même, notamment quelques mètres, quelques dizaines de mètres de gros. Puis dans l'espace de quelques heures, quelques jours, sont totalement évaporés. Mais finalement, à quelques reprises, on a pu voir des comètes de proche, des noyaux de comètes.
Et évidemment, on était tous anxieux de savoir de quoi ça aurait l'air. Dans le cas de la comète de Halley, bon, on voyait sa forme, la forme d'un cylindre, la grosseur, bon, on n'a pas vu de détails à la surface. La comète Wild, tout celle-là, vraiment, on a vu. Lorsqu'on l'expose juste correctement pour voir le noyau, on ne voit plus le gaz qui s'en échappe. On voit très bien où il y a des cratères. Puis ça a été bombardé comme les astéroïdes, comme les satellites des planètes. Comme les planètes, on sait que les planètes gazeuses comme Jupiter, Saturne, on ne voit pas de cratères à la surface parce que c'est des planètes de gaz, mais sur les satellites alentours, il y en a. Tous les astéroïdes aussi. Et si on l'exposait davantage, là, on voit les jets de gaz. Donc, ici, celle-là, je ne me rappelle pas la dimension, là. Ah, elle est marquée ici. C'est pas gros, hein? 2,75 par 2 par 1 fois 65 km. On pourra marcher autour de ça, d'une couple d'heures. C'est vraiment pas gros. La gravité, la surface de ça, c'est insignifiant. D'abord, ça ne vaut pas de marcher, je pense bien. Là. On donne une petite swing de même, puis tu as une vitesse d'échappement, tu es arraché. Tu cours à la surface, tu fais un petit tour, tu t'en orbites autour, puis tu fais le tour tranquillement. OK, il y a une photo, je pensais qu'elle était suivante, mais on va venir plus tard, je pense. De quoi sont-elles faites, les comètes? Moi, je l'ai déjà dit un peu, là, c'est du gaz, c'est bien réduit, là. Enfin, c'est Hubble lui-même, le télescope d'Hubble porte son nom. Lui, il a donné le nom de. Il me semble que c'est lui, Hubble. Non, Hubble, c'est le gars qui étudie les galaxies. C'est un autre grand nom, il y a un satellite qui était nommé son nom. En tout cas, il y a quelqu'un qui a décidé. Lui, sur son modèle, c'est une boule de neige chale. La neige, en fait, c'est les divers gaz congelés, comme du gaz carbonique, de l'eau, de littoral, de la vapeur d'eau, qui éventuellement peut se transformer en hydrogène et oxygène. Il y a un petit peu d'alcool, il y a plusieurs sortes de gaz, puis aussi de la poussière. Dans le vide, on n'a pas de pression atmosphérique. Ici, sur Terre, si je prends de la glace, je la réchauffe, on va faire de l'eau, je continue de la réchauffer, elle va venir chaude, elle va se mettre à bouillir, elle fait du gaz. Sur la Terre, l'eau, ça existe sur les 3 états. Mais je prends de l'eau, je suis dans l'espace, dans la navette spatiale, puis même un morceau de glace, là, puis je l'expose au soleil, le morceau de glace, il va disparaître tranquillement, il va s'évaporer. Un peu comme de la glace sèche, je pense. On voit moins ça aujourd'hui, mais je me rappelle quand j'étais jeune, si on achetait de la crème glacée, il n'y a pas de frigidaire chez nous, pas de congélateur. On a cherché la crème glacée en ville. On apportait ça dans des boîtes de carton bien isolées, puis il y avait la glace, du CO2 congelé, le CO2 sous forme de glace. Puis le CO2, ma peine nous impressionnait, là. C'est un morceau de glace prenait ça à nos mains. Puis ici, on brûlait des fois, on les flots. Qui allait garder ça dans sa main plus longtemps, tu vois. Là, ça me faisait des enflures. Mais il s'évaporait. Le gaz, ça ne faisait pas de liquide. Mais de l'eau dans l'espace, c'est la même affaire. Il va s'évaporer. Une comète, quand elle se réchauffe à la prochaine soleil, les gaz se réchauffent, on appelle ça sublimer, la sublimation, ça transforme directement de solide à gazeux. Les comètes aussi, généralement, montrent 2 queues, on le voyait plus tantôt, c'est la même photo, un petit peu la queue gazeuse, c'est le bas, puis la queue de poussière. Bon, aujourd'hui, on en sait un peu plus parce que la poussière, on a la sonde de Stardust, qui avait un gros plat de styrofoam, a passé dans la queue d'une comète, puis elle a ramené des particules de poussière qu'on a pu étudier. Dans ces particules de poussière-là, on trouve des minéraux qui se forment à haute température, riches en calcium, puis en aluminium et en titane. Ça, c'est la première indication, c'est la première fois qu'on a du matériel de comète qu'on peut étudier. Il y a l'Agence européenne qui a envoyé une comète là, et qui va se mettre en orbite et devrait atterrir sur le noyau d'une comète en 2014, je pense, ou quelques années. J'espère que ça va réussir parce que ça va nous apprendre beaucoup. Si je me rappelle bien, elle est même supposée de ramener un échantillon de cette comète-là. Ça serait fantastique si ça fonctionne. On a pu identifier ici qu'il y a de l'eau livine. De l'eau livine, il y en a beaucoup dans la roche volcanique. Et sur la Lune, où les échantillons et les astronautes ont ramené de la Lune, il y a beaucoup de livine, mais il y a de la roche volcanique également partout. Du fer, le magnésium.
Dans les gaz, ici, ça c'est une slide que j'avais faite il y a plusieurs années à partir d'un livre que j'avais sur les comètes. Là. On peut voir de l'eau, du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone, de l'azote. Ici, des composés, de l'eau encore, c'est des composés organiques. Puis, après ça, d'autres, ce qu'on appelle en chimie les radicales, là, un petit peu de métal. Donc, même avant l'ère spatiale, on a quand même, avec la spectroscopie, pu identifier beaucoup de choses dans les comètes. Mais là, en tout cas, j'espère sincèrement qu'on va être capable de ramener des échantillons de comètes à court terme, à moyen terme. Bon, les comètes, j'ai mentionné tantôt que la plupart, elles nous viennent du nuage de Oort. Elles sont captées par les grosses planètes, dont entre autres Jupiter. Ici, on a la liste des comètes périodiques, surtout ceux qui sont tirés dans les livres, peut-être un même livre que tantôt. Comète périodique Encke, 3,3 années. Mais c'est pas long, ça. C'est une comète qui ne peut pas vivre longtemps. Elle est tellement proche du Soleil qu'elle a une queue continue. La queue de la comète, c'est des gaz et de la poussière qui s'en échappe. Là, la comète est très loin, comme la comète de Halley, présentement, elle n'a pas de queue, elle est trop loin, je l'ai bien dur. Une comète qui est très elliptique, elle perd des gaz rien quand elle vient proche. Elle peut survivre plus longtemps. Mais une comète de même, ça ne vit pas vivre très longtemps. Donc, des fois, ça peut perdre les gaz à la surface, ça peut se faire une croûte qui l'isole. Après ça, elle peut arrêter de faire des gaz, mais éventuellement, elle va être tranchée par un gros météorite, puis on ferait un trou pour avoir commencé à manger des gaz. Mais bon, on peut voir les périodes des comètes, là, 3, 4, 5, 7 années. Borrelly, il y a une comète Borrelly qui a été visitée par une sonde, on va la revoir tantôt. Bon, c'est Fred Whipple, là, je cherchais tantôt. C'est Fred Whipple qui a décidé, qui a émis la phrase célèbre que une noyée de comète, c'est une boule de neige sale. Bon, il y a eu d'autres. Regardez ici cette question-là, 76 ans, la comète de Halley. En fait, 76 ans, cette période-là, elle varie de entre 75 et 76 parce qu'elle est influencée par Jupiter. Parfois, Jupiter va l'accélérer, la période va baisser à 75 ans, puis Monéo, par l'accélère, elle va augmenter un petit peu. Parlant de comètes, toutes les comètes sont dans le nuage dehors, on peut dire qu'elles font partie du système solaire. Elles sont sous l'emprise de la gravité du Soleil. Mais certaines de ces comètes-là, parfois, vont être accélérées par les grosses planètes au lieu d'être ralenties. Bon, dans un premier temps, elles ont pu être ralenties, devenir une comète périodique relativement courte, mais éventuellement, elles pourraient passer proche et être accélérées, puis garocher dehors de notre système solaire. Et je me rappelle, là, plusieurs années, il y a une comète de même que Brian Marsden avait calculé qu'elle était sur une trajectoire, une orbite hyperbolique. Je l'ai observé, puis c'est sûr, c'était la dernière fois que je la voyais, puis hyperbolique, ça veut dire qu'elle ne reviendra jamais vers notre Soleil. Elle est accélérée par Jupiter. C'est le même phénomène qu'on utilise pour envoyer des sondes, exemple, vers les planètes lointaines. On vise une planète plus proche, on la fait passer à côté, ça l'accélère. On serait une autre planète qui l'accélère encore, comme Voyageur qui s'est rendu jusqu'à Neptune. Chacune des planètes l'a accéléré chacun leur tour. Par de la fusion, pour un départ, on ne pouvait pas se rendre là. Même celle qui vient de se mettre en orbite, la sonde vient de se mettre en orbite autour de Mercure. On n'a pas de fusée pour l'envoyer là, comme je disais tantôt. Il faut la ralentir. Là. Ça va vite, tu ne seras pas du Soleil. Mercure déjà va vite, puis tu essaies de te rapprocher du Soleil. En t'approchant, tu accélères tout le temps. Il faut la ralentir. Fait que, dépendant de quel côté de la planète on passe, ça nous accélère ou ça nous ralentit. Pour envoyer la sonde vers Mercure, on a étudié la Terre qui le ralentit, Vénus, même Mercure à 3 reprises. Puis finalement, ça fait un peu autour. Fait que, donc, les planètes, de façon aléatoire, les comètes de façon aléatoire, puis même des astéroïdes aussi, à un moment donné, sont propulsés en dehors du système solaire. Bon, les comètes, ben, parfois, ils se promènent dans le système solaire, ben, ils peuvent entrer en collision avec les planètes, avec le Soleil. Et ça, un phénomène, un cas assez particulier. Jan Shoemaker, qui était un grand géologue de grande réputation,
qui aurait donc voulu être astronaute pour aller sur la Lune, étudier la géologie de la Lune, finalement il n'a pas pu y aller. Il y a Harrison Schmitt qui est allé, mais parce que Shoemaker s'en est mêlé. Mais Shoemaker il a tout le temps étudié les impacts dans sa carrière. Et lui, en étudiant les statistiques des impacts sur la Lune et sur la Terre et sur les autres planètes, il est arrivé à la conclusion que les impacts, il y en avait beaucoup plus souvent que les astronomes avaient imaginé. Puis, ils ont répondu à Shoemaker, regarde, on regarde le système solaire, puis il n'y a pas plus d'objets que ça. Ils avaient même regardé. Il est devenu astronome. Avec David Levy. Ils ont fait des observations. C'est comme ça qu'ils ont découvert finalement la comète qui a tombé sur Jupiter, qui a fait une ceinture des impacts. Une comète n'est pas si proche de Jupiter, puis elle s'est brisée. Et 2 ans plus tard, elle est revenue, elle est tombée sur Jupiter. Et je me rappelle d'avoir vu Jupiter, les points noirs dans mon petit télescope de vue de fou, j'étais vraiment impressionné. Shoemaker, bon, il était bien éloqué, mais quand même, on peut dire qu'il avait vraiment eu la vision. Il dit aux astronomes, vous ne regardez pas bien dans le ciel, il y a plus d'objets que vous pensez. Puis il dit, ça se pose d'avoir des collisions plus souvent qu'on imagine. Finalement, avec David Levy, il découvre un objet qui va frapper Jupiter. C'est vraiment exceptionnel. J'ai eu l'occasion de rencontrer ce monsieur-là. C'est vraiment intéressant de côté avec lui. La comète a passé à côté de Jupiter, personne n'a eu connaissance. Tellement proche, l'effet de marée l'a brisé en plusieurs morceaux. Il y avait probablement des centaines de morceaux. Les plus gros, il y en avait 21 qui étaient assez gros, qu'on voyait. On les voit ici dans ligne. Là. Ça faisait autant de comètes individuelles. Et ils étaient tous en ligne. Puis là, ils se sont éparpillés du long de l'orbite. Et après ça, l'orbite, c'était regardez par rapport au système solaire. L'orbite de Jupiter, l'orbite de la Terre, regardez l'orbite de la comète autour de Jupiter. C'était pas rien, c'était vraiment grand. Et il s'en fallait de peu pour que la comète s'échappe de Jupiter. Finalement, elle n'a pas tombé dessus, mais non. Brian Marsden a fait ses calculs, puis il dit ah, elle va retomber dessus. Elle s'est éloignée 50 millions de kilomètres. Ça a pris, je pense, seulement 2 ans avant qu'elle revienne. Et finalement, elle a punché Jupiter. Pendant une semaine de temps, en moyenne, aux 8-10 heures, il y avait un morceau qui tombait sur Jupiter. Imaginez que vous êtes dans un vaisseau spatial, vous voyez les morceaux qui s'en vont. Là. Le premier vient se frapper, puis les autres vont frapper Jupiter. Puis Jupiter, elle tombe sur elle-même. Là. Fait qu'ils ne tombent pas tous à la même place. S'il m'est tombé pendant une semaine de temps, Jupiter fait plus que 2 tours par jour. Sa rotation, c'est quoi, c'est 9 heures, quelque chose. Fait que, ils ont tous tombé à la même latitude, ça a fait une ceinture autour. Ici, ça, c'est un télescope qui observe dans l'infrarouge. Ça a tellement d'énergie émise en infrarouge, le détecteur est saturé bien. Ici, je pense que ça, c'est la sonde non, c'est le télescope d'Hubble. Où il tombait, les objets, c'était sous l'horizon, de l'au bas de l'horizon. On ne voyait pas vraiment le point d'impact. Mais par contre, la grosse bulle de l'explosion que ça générait, on pouvait la voir, ça montait au-dessus de l'horizon. Vous avez, ça apparaît, puis là, ça s'est tout aplati ici. Puis on a vu plusieurs qui ont fait le même scénario. Et ça a été fantastique. Ici, c'est un dessin d'artiste que j'aime bien et tout. Là. Imaginez qu'il y avait quelque chose qui tombe. Là. Ça devait être impressionnant. Mais malheureusement, on n'avait pas. La sonde Galileo s'en allait vers Jupiter. Elle a pris des photos, mais elle était encore loin. Mais quand même, ça nous a appris beaucoup de choses. Mais ça aurait été rendu à l'orbite autour de Jupiter. Ça aurait pu être drôlement plus impressionnant. Bon. Une comète qui ne passe pas d'une planète et qui se brise en plusieurs morceaux, elle peut le frapper des satellites. Donc, on avait vu des rangées de cratères de mer sur des satellites de Jupiter. Là, sur la Lune, il y en a 2, je pense, de ça. Des cratères, à un moment donné, il y a des comètes qui ont passé proche, ils les ont brisés en morceaux. Et le hasard a voulu que la comète ait frappé la Lune, ou dans le cas de Jupiter, elle ait frappé le satellite. Ici, c'est une même comète qui s'est brisée en plusieurs morceaux, et le hasard a voulu qu'elle ait frappé un satellite. Fait qu'on a toute une série d'impacts. Puis ici, regardez, c'est un gros plan. 3 impacts, évidemment, quelque part dans ce rangée de l'autre.
Fait que ça, on avait vu ça avant qu'on Shoemaker Levy. On se demandait bien, qu'est-ce qui va faire ça? C'était assez mystérieux. Mais là qu'on a vu quand Shoemaker Levy, là, on l'a compris dessus. Il y a une famille de comètes qu'on appelle Kreutz, parce que de nommé Kreutz, il l'a découvert, qui doit contenir des milliers de comètes, en fait. Certainement des milliers. Alors, on a déjà, à date, découvert, observé au-delà de 1500. Entre autres, il y en a de très grosses. En 1843, tantôt, au début, je montrais un tableau de plusieurs comètes là, spectaculaires. Certaines étaient 1882. 1965, et qui c'est qui? Je me rappelle qu'elle a été photographiée par l'équipe du Four Marmette à Québec. Paul Marmette était, j'étais à l'université à ce moment-là. Paul Marmette était un professeur au département de physique, c'était un de mes professeurs. Avec Yvon Dufour, son ami. Yvon Dufour avait un observatoire à Val-Bélair. Aujourd'hui, Val-Bélair, il fait partie de la ville de Québec. À ce moment-là, c'était encore la campagne, là, en 65. Et il a pris des photos de ça, de la comète. Vraiment, il y avait une belle photo. Et ces comètes-là, on observe encore plusieurs. Imaginez que vous avez une grosse comète. Ça peut être un objet là, beaucoup plus gros que la Lune, peut être un objet qui a 100, 200, 300 km de diamètre. Il passe trop proche du Soleil, ça brise en plusieurs morceaux. Et là, dans la perte des gaz, c'est loin, finalement, l'enjeu est bien dur. Mais les morceaux, là, avec qui reviennent, chacun leur tour, là, si l'orbite est de 400-500 000 ans ou 1 million d'années, ils peuvent revenir étalés sur une période de 3, 4, 10 000 ans. La sonde SO, ça ne rapport pour la comète Kreutz. Regardez ici, deux petites comètes. En fait, j'ai déjà vu une animation d'une photo à l'autre. On ne peut pas regarder ici la dernière. Elle tombe sur le Soleil, en fait. Elle s'évapore complètement avant de vraiment tomber dessus. Puis l'autre, en arrière, va la même sorte. Ce sont toutes des comètes du groupe Kreutz. Et à date, on en a découvert 1500 avec SO, les petites comètes d'avant qui vont tomber. Bon, historiquement, si on a eu des grosses, on peut s'attendre qu'on va en venir encore. Au cours de l'histoire du système solaire, combien de fois qu'il y a eu des comètes comme ça? Imaginez que chacune de ces comètes-là, par rapport au Soleil, c'est une étoile filante qui est générée par les comètes, une genèse d'étoiles filantes. Mais ici, imaginez que chaque comète, par rapport au système solaire, c'est un peu l'équivalent d'un grain de poussière dans une étoile filante. Dans l'histoire du système solaire, ça a déjà arrivé souvent. Puis il peut y avoir des périodes aussi au début du système solaire, des comètes, il peut en avoir beaucoup plus, puis énormes. Exemple, prenez les satellites de Jupiter. Je pense que j'ai une photo un peu plus loin. Peut-être que non. Les satellites de Jupiter, la plupart, il y a beaucoup d'eau. Prenez un satellite là, qui a 4000, 5000 km de diamètre, il y a 200-300 km d'épais d'eau dessus, puis approchez-le du Soleil, il va faire une maudite belle comète. Et on peut imaginer que dans le début du système solaire, il y en a eu de ça. Donc, Stardust, une sonde américaine qui a été lancée pour passer proche de la comète Wild 2. C'est ça, Stardust, ça dit la poussière. Il y avait un gros plat de styrofoam qui était dans une cage bien protégée. Puis quand ils ont passé dans la queue de la comète, ils ont exposé ça. Fait que les petits grains de poussière se sont poignés dans le fond. Après ça, on a reformé ça, puis on a pu la ramener sur Terre et les récupérer et étudier ces particules-là. Ici, on voit la sonde qui rentre de l'espace. On voit qu'elle est tombée à terre. Puis, regardez, pas très gros, là, mais quand même. À l'intérieur, le bloc de fond. Mais ici, on a les petites particules qu'on voit ici. Là. Ça, c'est très petit. Hein. Un morceau qui est moindrement gros, mais le bloc de fond pas à travers. Ces particules-là, quand ils rentrent dedans, ils vont peut-être pas 22, 25, 30 km/s. Et s'ils sont trop gros, ils passeraient carrément à travers. Donc, on a récupéré des milliers de petites particules de même. Donc, on a pu étudier pour la première fois du matériel. Évidemment, on a hâte d'avoir quand même quelques kilogrammes de matière d'une comète, mais là, c'est un début. Ça progresse lentement. Deep Impact. Deep Impact, c'est différent. Lui, il y avait un boulet dedans de cuivre qui faisait à peu près 800 livres, 830 livres. Pourquoi du cuivre? Dans les comètes, on n'a jamais détecté de cuivre.
Fait qu'on a pris un matériel parce qu'on va le faire impacter. Et après ça, on va étudier, on parle de spectroscopie. Puis si on identifie du cuivre, on va savoir si c'est du cuivre qui c'est notre boulet. Là. Ça ne viendra pas déranger le spectre de la comète, parce que du cuivre, il y en a pas. Si on veut du cuivre, on va assumer que c'est le boulet qui fait ça. Fait que là, on a frappé ici. Puis ça, c'est au moment de l'impact. Et quelques minutes plus tard, on avait un gros nuage de poussière qui s'en échappait. Il y avait un vaisseau mère qui avait le boulet. Quelques jours à l'avance, ils ont largué le boulet. Le vaisseau mère, c'est une trajectoire un peu différente pour passer quelques centaines de kilomètres plus loin. Mais le boulet, il y avait des caméras dans le nez et tout. Fait qu'au moment qu'il est tombé, il a pris des photos. La dernière photo était à quelques centaines de mètres seulement. Pour la première fois, on avait une haute résolution d'une comète. Moi, je vais vous dire, je trouve ça fantastique, parce que le noyau de la comète, il est de seulement quelques kilomètres. Imagine une sonde qui voyage à 15-20 km par seconde, puis elle frappe le noyau, là, qui est rien quelques kilomètres. Tu es en avance d'une demi-seconde ou en retard d'une demi-seconde, puis tu passes à côté, parce que les vitesses sont tellement grandes. Rien que le fait d'avoir réussi à frapper, c'est fantastique. Mais, en plus, c'est que dans l'espace de quelques minutes, nous, on ne pouvait pas voir ça d'ici. Mais sur la côte ouest, ils pouvaient observer la comète, il était très difficile à voir. Puis, quelques minutes après l'impact, il est devenu beaucoup plus lumineux à cause de la poussière s'en est échappée. C'est impressionnant. Bon, on va y revenir tantôt à Tempel. Bon, ici, on voit les jets de gaz. Regardez la comparaison des jets de gaz. Et on s'est aperçu qu'Encelade, un satellite de Saturne, lui et tout, il émet des jets. Beaucoup d'eau dans ce satellite-là. Et il y a une source de chaleur qui fait évaporer de l'eau. Comme le jet est quand même relativement petit, la gravité n'est pas assez forte, il n'y a pas d'atmosphère de façon significative. Fait que les gaz, aussitôt qu'il y a un petit peu de chaleur, ils s'évaporent de solide, pas directement à gazeux, et ils s'échappent dans l'espace. Un peu la matière des jets d'une comète. Mais prenez ce satellite-là, puis emmenez-le proche du Soleil, à l'intérieur de l'orbite de Mercure. Moi, vous dites, il y en a une maudite belle comète. Bon, Deep, il y a eu aussi Deep Space One, un autre appareil qui est allé explorer une comète. Lui, il a un moteur ionique. Je vais vous dire qu'un petit mot sur le moteur ionique. Les fusées qu'on a aujourd'hui, bon, c'est puissant, ça est capable d'aller vite, des dizaines de kilomètres par seconde. Mais le problème, ça me demande énormément de carburant. Parce que le carburant qui fait le plus d'énergie, c'est quand on brûle de l'oxygène et de l'hydrogène. On obtient de la vapeur d'eau extrêmement chaude, et dans une cuillère de fusée, ça s'échappe aux environs de 5 km par seconde. C'est le maximum chimique qu'on peut faire. Mais le moteur ionique, on prend de certaines matières, on l'ionise, puis on l'accélère avec des moyens électroniques. Et la vitesse d'éjection ici, au lieu d'être de quelques 4-5 km par seconde, c'est des 10-15 000 km par seconde. Ça prend beaucoup moins de carburant. Ça prend beaucoup d'énergie pareille. On met des panneaux solaires qui font de l'énergie en continu. Et avec quelques kilogrammes de carburant, on peut faire l'équivalent d'une accélération qui va durer pendant des mois de temps, au lieu de le faire dans quelques minutes, mais ça va prendre quelques kilogrammes au lieu de prendre des dizaines de tonnes. Et c'est une des premières sondes qui a été équipée de ça. On n'est pas capable de faire des moteurs très puissants avec de ce genre de moteur-là, mais j'imagine qu'un jour ça va venir. Mais moi, les fusées d'aujourd'hui, si puissantes soient-elles, je les compare aux bateaux à voile de nos ancêtres qui sont venus ici au Canada. Quand ils sont venus avec un bateau à voile, c'est pendant 3-4 mois, puis on retourne en avion en 3-4 heures, donc 6 heures. Je vais vraiment embarquer dans le Concorde, là, mais on leur aurait dit ça, que les descendants vont revenir en visiter la France en avion, ça va prendre en heure, que eux, ça lui prenait en mois, ils ne nous auraient jamais cru. Mais bon, on peut imaginer qu'un jour, on passe sur nos planètes là, dans quelques jours au lieu de quelques mois, quelques années. Bon. Ici, on a justement un repas. Je vais faire un slide tantôt à Allier. On pense qu'il y a un océan de plusieurs dizaines, sinon plusieurs centaines de kilomètres d'eau, avec évidemment de la glace dessus. Ça, c'est la signature, c'est de la glace. Il n'y a pas de doute par la couleur, par les formes de la glace qui bouge constamment. C'est pour ça qu'on est convaincu qu'il y a de l'eau en dessous.
Il y a des impacts, les météorites sont tombés dessus, mais c'est de l'eau, les cratères s'effacent relativement facilement. C'est un repas, là, c'est une grosse bulle d'eau, si on peut dire. Des impacts, on a déjà eu, nous autres, ici c'est le Tunguska en 1908, dans le nord de la Sibérie. On pense qu'il y en a eu de comètes. En rentrant dans l'atmosphère, totalement explosé dans l'atmosphère, c'est l'équivalent d'une bombe atomique, d'une bombe à hydrogène. Les arbres ont été couchés sur des, je sais pas, 10 000 km², je pense. Il y a sûrement beaucoup d'animaux qui sont morts là, puis probablement quelques esquimaux. Mais c'est allé quelques 20 ans plus tard avant qu'on puisse se rendre là. Imaginez dans le nord de la Russie qui était pauvre, il y a eu la révolution de 1917. Ça a pris du temps finalement qu'on se rende là. Mais en 1928, c'est pas qu'on y est allé, regardez des photos qui ont été prises à ce moment-là. Il y a des arbres tout couchés en terre. OK. Alors, pourquoi je parlais d'impact? La fameuse Swift-Hawker qui finalement qui nous a visité en 1992, Brian Marsden, en faisant les calculs de son orbite, il a eu chaud. Parce qu'on sait que l'orbite coupe l'orbite de la Terre. On a c'est sûr qu'il fait des perséides, on a encore des graines de poussière. Mais les calculs, les futurs retours, puis ça passe quand elle va revenir dans 129 ans, 1992 plus 129 ans, ça nous met, je pense, quelque part en 2100 quelque chose. Il dit Christy, elle risque de frapper la Terre. Dans l'erreur qu'il y avait là, des mesures à ce moment-là, au-delà de 100 ans d'avance, et ça ne prend pas une grosse différence dans la vitesse là, pour faire un gros facteur d'erreur après le coup. Il y a vraiment eu chaud, il y a eu peur qu'elle frappe la Terre. Puis après ça, il a raffiné les calculs, on a fait d'autres observations, finalement, elle va la manquer, mais de peu. Imaginez que vous êtes dans l'espace, la comète passe tellement proche de la Terre, hein. Regardez la Terre, les satellites des communications, la Lune, ont tous été baignés dans la queue de la comète. La comète, là, elle va remplir les 3/4 du ciel, parce qu'elle va tellement proche de nous autres. Fait que, ça va sûrement être un beau spectacle, mais probablement celui-là, il va être épeurant, puis il a raison et tout. Est-ce que les satellites de communication, les GPS, etc., ça va encore fonctionner, on va encore besoin de ça dans ce temps-là, je ne sais pas. Mais je suis sûr, ils vont sûrement gagner en maudit par la poussière. Parce que, à moins qu'on les blinde pour résister à ça. Bon, on a visité d'autres comètes récemment. Ici, on a Hartley, qui a été visité le 4 novembre 2010. Alors, le fameux Deep Impact, là, qui avait lâché les boulets là, sur Tempel 2, je pense. Lui, là, il n'y avait plus de boulets à lâcher ailleurs, là, mais quand même, la sonde porteur qui avait lâché le boulet, elle, encore, ça fonctionnait encore, dont la caméra. Et on l'a dirigé vers une autre comète, Hartley. 103, ça veut dire la comète périodique 103, le 103e kilomètre périodique, gros pied de P. Hartley. Et le 4 novembre dernier, elle a passé à côté. Et regardez la forme du noyau de la comète, en forme d'un dumbbell. Puis il y a comme deux boules, une autre boule, puis on colle ensemble. Puis c'est rugueux, beaucoup la surface. C'est assez extraordinaire. Entre deux, ici, c'est lisse, comme rempli de la poussière. Et on a pu constater aussi, regardez les jets de gaz, c'est dans les bouts. Dans le milieu, il n'y a pas de jet de gaz. Fait que la conclusion qui vient à l'idée, on peut se tromper, mais la conclusion qui vient à l'idée, c'est qu'il y a des gaz qui s'échappent. Il y a de la poussière à travers, il y a des grains de poussière apportés dans l'espace. Mais même si la gravité est très faible, il y a des grains de poussière qui viennent retomber vers le centre ici, tranquillement, remplissent l'espace ici. Puis, bon, comme les impacts sont rares, on n'a pas de cratère là-dedans. Là. Mais regardez, cette comète-là, aussi, il semble avoir des petits cratères, mais pas comme ça, l'autre noyau de comète qu'on a vu tantôt. Mais la forme de même, ça suggère que probablement il y avait ces deux noyaux de comète, un nuage dehors, éventuellement, ils ont passé très proche l'une de l'autre, à très faible vitesse relative, puis la gravité les a fait se coller ensemble. Ou ça peut être une comète qui a été brisée en 1000 miettes et la gravité a ramené les morceaux ensemble. Regardez ici, on la compare. Itokawa, c'est un astéroïde, très petit, de 700 mètres de long. Mais là, la rien que cette comète-là, c'est 2,54 km de long, elle n'est pas très grosse non plus. Puis là,
Il n'y a aucun cratère dessus. Ça ressemble à un amoncellement de gravelle. Mais il faut imaginer que vous prenez cette partie-là, vous avez un paquet de gravelle, puis vous prenez cette partie-là comme un objet qui est allongé. Ça, il y a les théoriciens, enfin ceux qui étudient le système solaire, ils ont essayé de prévoir pour tous les scénarios possibles. Il y a sûrement des matériaux qui ont des scénarios auxquels ils n'ont pas pensé. Mais celui-là, il avait été suggéré. Peut-être un petit astéroïde, un astéroïde se fait frapper par un autre, il se fait réduire en miettes. Beaucoup de ces morceaux-là s'éparpillent trop loin, mais il y en a beaucoup, ils vont rester assez proches, les uns des autres. Ça fait un nuage de poussière, un nuage de cailloux, puis tranquillement, la gravité va les ramener ensemble. Et là, il faut avoir un amoncellement ici, un amoncellement là, qui reste proche les uns des autres. Ça fait un astéroïde avec un compagnon, puis éventuellement, ils vont finir par se coller ensemble. Il faut comprendre que ici, c'est ce qui est arrivé. Puis, probablement, le même modèle fonctionnera aussi pour la comète que là. Bon, celui qui a reçu le boulet de canon, Deep Impact, le noyau de la comète a été visité par, c'est Tempel 1, qui est visité par Deep Impact. Stardust, celui qui a son bœuf de styrofoam, lui, le bœuf de styrofoam, il a pas son rentrée, il l'a largué, il a été récupéré. Mais Stardust, il est resté dans l'espace. Puis là, il restait un peu assez de carburant dedans. On a dit, ouais, on va essayer de trouver une cible pour lequel on pourrait l'envoyer. Finalement, on a dit, hey, on pourrait revisiter Tempel 1. Notre boulet, on va aller voir s'il a fait un trou dedans, on est capable de voir le trou. Fait que ça, ici, c'est la photo du noyau plus bas de Deep Impact. Et Stardust, ça, c'est tout récent, c'est le 15 février, hein, ça fait à peine un mois. Et on nous montre. Ici, c'est avant, ici, après. On a mis des flèches, supposément qu'il y a un cratère de 100 mètres de diamètre avec un pic dans le milieu. Le gros nuage qu'on voyait tantôt, c'était le levé du noyau. C'est pas très évident, mais moi, il semble y avoir quelque chose de circulaire avec un piton central ici. Je pense que c'est tout. Ben, j'ai fini. Je vous remercie beaucoup. Merci, Eric. Oh, c'est deux. Si vous avez des questions, on va essayer de répondre. Je vais endormir bien net.